Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle table ronde dans le cadre de ce festival Politéa avec la question du progrès et puis plus précisément sur cette notion qui a fait son entrée de manière assez spectaculaire dans le débat public depuis quelques années, celle du wokisme, un mouvement dérivé d'un état d'esprit militant qui est apparu aux États-Unis dans les années 2010, le mouvement woke, désigné ainsi parce qu'il s'agissait alors d'individus éveillés aux différentes injustices et discriminations dont sont victimes les minorités, essentiellement ethniques et sexuelles. Mais depuis, cette idée s'est transformée en un mouvement dont les contours sont beaucoup plus nébuleux et dont beaucoup s'en font aujourd'hui la critique, le wokisme. Et cette question donc ce matin, le wokisme est-il un progressisme, à laquelle nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse en compagnie de nos trois invités. Nathalie Hennig tout d'abord. Vous êtes sociologue, vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'art et vous avez publié en 2023 un essai aux éditions Albin Michel qui s'intitule « Le wokisme serait-il un totalitarisme ?» et dans lequel vous décryptez ce mouvement woke et alertez sur les nombreuses dérives vers lesquelles celui-ci nous entraîne ou risque de nous entraîner. À vos côtés, Clément Beaune, nouvelle figure du paysage politique depuis quelques années. Vous avez été notamment ministre délégué chargé de l'Europe auprès de Jean Castex et puis ministre délégué au transport auprès d'Elisabeth Borne. Et vous êtes depuis peu haut commissaire au plan en remplacement de François Bayrou. Et vous avez publié il y a quelques semaines ce livre, je dirais malgré tout que la politique est belle, qui retrace votre parcours et vos engagements, mais dans lequel vous consacrez un chapitre à cette question du wokisme et notamment à la question de la cancel culture sur laquelle on va évidemment revenir. Et puis enfin Jean Garrigue, historien, observateur attentif de notre vie politique et puis du débat démocratique. On vous connaît pour votre participation à des émissions telles que C'est à vous et également pour vos articles dans la revue Franc-Tireur. Et puis je signale la sortie de votre livre il y a quelques mois aux éditions Payot, Nos jours heureux, dans lequel vous racontez ces moments d'unité. Les jours heureux, pardon. Voilà, c'est les moments d'unité qui ont rassemblé le peuple français à travers son histoire. Alors pour débuter, un mot d'abord pour faire véritablement le lien avec la question du progrès et pour vraiment introduire le sujet. Le mouvement woke, à l'origine, je l'ai dit, c'est quand il se revendiquait comme tel, en tout cas aux États-Unis, il s'articulait autour de cette volonté de rester éveillé aux discriminations. Personne ne peut décemment remettre en question la nécessité de se battre contre le racisme, contre l'homophobie, contre le sexisme et d'être éveillé à ces fléaux-là. Et c'est par définition un progrès de se battre contre cela. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, et en quelques mots, qu'on en vienne à se poser la question, 10, 15 ans plus tard, de savoir si ce mouvement n'est pas en réalité un recul, un déclin, voire un danger, plutôt qu'un progrès, si tant est que vous le pensez, bien sûr. Nathalie, est-ce que vous... Oui, vous mettez bien l'accent sur l'ambiguïté de la chose, hein, puisque il y a à la fois une dimension de progrès, mais aussi, et je le développerai plus tard, pas tout de suite, mais une dimension à mon avis, de régression. Le progrès, bon, je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que lutter contre des discriminations, contre des injustices est un progrès, et l'humanité a fait beaucoup justement de progrès sur cette ligne-là. Et donc, on ne peut qu'être d'accord avec les causes que défend ce mouvement woke, qui est donc né aux États-Unis et qui s'est très vite répandu depuis une demi-douzaine d'années, disons, en Europe et notamment en France. Le problème étant que les valeurs sur lesquelles reposent les revendications woke et les moyens qui sont utilisés pour les défendre sont, à mon avis, extrêmement problématiques. Mais j'y reviendrai plus tard. Clément, est-ce que vous souhaitez rebondir en quelques mots déjà pour introduire ce que selon vous est ce mouvement woke? Oui, alors moi je l'ai, si je puis dire, découvert un peu en tant que citoyen et responsable politique, et je n'ai pas fait le même travail conceptuel que Nathalie. Ce que je dis en quelques pages, le livre n'est pas consacré au wokisme, mais je fais part de quelques réflexions, de quelques exemples, notamment dans le cadre d'une visite aux États-Unis. Et donc moi j'ai fait, si je puis dire, un peu le chemin inverse, avec beaucoup de points d'accord, je crois, avec ce que dit Nathalie, c'est-à-dire les dérives, c'est-à-dire l'excès, c'est-à-dire le danger, on y reviendra sans doute, de remettre en cause, je crois que c'est ça le cœur du problème, une forme d'universalisme et de capacité à vivre ensemble, parce que quand une revendication légitime devient une forme de séparation,
ou si on est un homme, on ne peut pas comprendre une femme, ou réciproquement, si on est noir, on ne peut pas comprendre un blanc, ou réciproquement, si on est homosexuel, on ne peut pas comprendre un hétérosexuel, et réciproquement, là je pense qu'il y a une régression. On le développera sans doute. Je pense néanmoins, pardon pour cette, en même temps cette nuance, qu'il y a des éléments de progrès. Moi, ce qui m'a frappé, je n'ai pas travaillé théoriquement sur le sujet, c'est qu'on se jette un peu dans le débat public et politique le mot woke, comme en plus il est en anglais, qu'on n'en connaît pas tous, moi non plus, les origines détaillées, culturelles, académiques, etc., ça fait un peu peur. On ne sait pas ce que c'est, vous l'avez dit, c'est un peu nébuleux. Et on se le jette à la figure, essentiellement comme une insulte. Il y a en fait assez peu de gens, en France en tout cas, qui dans le débat politique stricto sensu, le revendiquent. Il y en a, mais pas beaucoup. Et donc c'est devenu une forme d'insulte sur le thème « t'es woke, c'est dangereux ». Et donc en plus, comme ça vient des États-Unis, c'est sans doute quelque chose d'un peu effrayant. Mais je pense qu'il y a des éléments qui sont en fait plus classiques, si je puis dire, je ne le développe pas beaucoup, mais je ne fais que l'évoquer, qui sont une forme, ce que vous avez dit, de combat pour les droits, de combat pour l'égalité, de combat contre les discriminations. Et l'idée même, je prends juste cet exemple pour ne pas être trop long au début, d'éveil, de conscientisation, a des éléments intéressants. Je prends juste cet exemple que je reprends dans mon livre, quand dans certains musées, alors moins en France aujourd'hui, je crois un petit peu, mais beaucoup aux États-Unis, beaucoup dans d'autres pays européens, on explique parfois le sens ou l'origine d'une œuvre. Je prends un exemple européen, j'ai été frappé au Rijksmuseum à Amsterdam. Vous avez 2 magnifiques Rembrandt qui ont été acquis récemment, et il y a quelques lignes qui expliquent sur un petit cartel que en fait, cette collection a été permise financièrement par la traite négrière, par le commerce triangulaire. C'est pas inintéressant. C'est pas pour ça que l'œuvre est plus belle ou moins belle et qu'il faudrait la cacher. Ça, je ne le crois pas du tout. Ce serait l'excès du wokisme. L'explication, la prise de conscience, l'éveil au sens strict, a des éléments, je pense, qui peuvent être intéressants. Est-ce qu'on arrive dans le temps et dans le débat européen, parce qu'il faut, je pense, avoir une forme d'humanisme européen spécifique, qui n'est pas le wokisme américain, à trier le bon grain de livret, c'est toute la question qu'on ne sait pas encore. Et peut-être qu'on est finalement dans un moment où on vit les excès, on vit le trop-plein de wokisme, si je puis dire, ce côté nébuleux, et que les choses, si on y est vigilant, peuvent se dissiper et s'améliorer. Je veux être un peu optimiste sur cette notion, plutôt que de simplement dire un mot qu'on ne sait pas trop bien définir tous les jours dans le débat public et politique. Jean ? Alors, bon, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit, à la fois par Nathalie et par Clément. J'y ajouterai ce qui est ma spécificité dans cette table ronde, la vision d'un historien. Si on réfléchit à cette notion de woke, qui est une notion afro-américaine pour dire éveil, elle se réfère à des combats légitimes, y compris au XIXe siècle, Booker T. Washington, l'éveil du noir, enfin l'éveil du négro, puisque c'était le mot employé à l'époque, et donc à quelque chose qui représente un véritable effort d'émancipation qui va culminer au moment du mouvement des droits civiques dans les années 60 et qui s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui. Et il y a donc effectivement cette idée de progrès, d'émancipation de toutes les minorités, de toutes les populations qui sont considérées comme opprimées dans l'espace public depuis quelques siècles. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais l'historien que je suis, qui est à la base un spécialiste de la Troisième République, est très attaché à ce qu'était précisément le socle de cette République qui a installé finalement les principes, les valeurs, l'architecture de ce qu'est une démocratie libérale et parlementaire, ce qui s'est appelé la Troisième République. Et le socle de la Troisième République, c'est précisément l'égalité et l'uniformité, j'allais dire, de tous les citoyens. C'est-à-dire que ce qui consolide cette Troisième République, ce qui fabrique cette Troisième République, c'est précisément l'idée qu'il n'y a plus de communauté. Vous savez, la société des années 1870, une société extrêmement diversifiée, extrêmement fragmentée, archipélisée, pour employer un mot à la mode, où l'horizon du paysan français, c'est-à-dire 95% de la population, c'est son village, voire le village d'à côté. Et donc, pour construire un vivre ensemble, même si le mot aujourd'hui a été beaucoup galvaudé, mais pour construire cette citoyenneté-là, il a fallu précisément revenir sur toutes les tentations, sur tous les héritages communautaires, sur tous les héritages claniques, sur tous les héritages de chaque minorité, y compris linguistique.
qui se revendiquaient de toute leur histoire. Et c'est là que je vois le problème avec cette culture du wokisme, même s'il faudrait la définir, elle est complexe, on en reparlera tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'elle va à contre-temps, à contre-courant de cet effort de construction justement d'une citoyenneté républicaine, j'y insiste bien, qui, à mon sens, est précisément ce qui nous a permis de traverser un certain nombre d'épreuves politiques et militaires, d'ailleurs, depuis des siècles. Donc vous voyez, c'est là que se situe pour moi le problème fondamental. Vous vouliez rebondir ? Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé mon micro. Oui, je pense que c'est vraiment le point fondamental. Il me semble que là où le wokisme n'est plus du tout un progressisme, mais plutôt une régression, c'est sur cette question de l'universalisme, puisque le wokisme a ses bases, donc on l'a dit, dans la culture anglo-américaine, et notamment dans la culture protestante des théologies de l'éveil du XVIIIe siècle, avant même ce qui s'est passé avec le mouvement afro-américain au XIXe, c'est-à-dire l'idée qu'il faut être éveillé à la vraie foi et que ceux qui ne le sont pas ne font plus partie de la communauté. Il y a une inscription communautariste très très forte dans ces racines du wokisme qui fait qu'on est vraiment à l'opposé de notre conception héritée des Lumières en France, qui est que en France, on ne dit pas qu'il n'y a pas de communauté, mais on dit que l'appartenance à une communauté ne confère aucun droit, et que les individus se définissent en tant qu'ils appartiennent à la nation, en tant qu'ils sont des membres, des citoyens de la nation, et non pas en tant qu'ils ont une appartenance religieuse, confessionnelle, de race, de sexe, etc. Bon. Et ça, c'est la différence majeure avec la culture nord-américaine, qui fait qu'on peut être étonné que ça ait aussi bien pénétré dans la culture française. Et je crois que c'est une régression, et là j'en viens vraiment au thème du progrès, pour une raison que la sociologie permet d'expliquer et que je développe dans un article, dans un livre qui devait paraître début avril au PUF, intitulé « Face à l'obscurantisme woke » et qui a dû être déprogrammé ou reporté par les PUF en raison du contexte trumpiste qui fait qu'aujourd'hui, être anti-woke, c'est immédiatement être assimilé à l'extrême droite ou au trumpisme, ce qui est une erreur de perspective totale, parce que tout mon combat depuis plusieurs années consiste à dire que lorsqu'on est de gauche, non seulement on peut, mais on doit lutter contre le wokisme, parce que le wokisme est opposé aux valeurs fondamentales qui ont longtemps porté la gauche, et notamment à la valeur d'universalisme. Je vais revenir sur les autres valeurs. En tout cas, ce que je développe dans cet article, c'est que je reprends la distinction que faisait Émile Durkheim, donc le grand sociologue français, de la division du travail social, entre ce qu'il appelle la solidarité mécanique et la solidarité organique. Alors la solidarité mécanique, c'est celle que nous éprouvons spontanément envers nos proches, envers les membres de notre famille, voilà, de notre communauté proche. Bon. En revanche, la solidarité organique, c'est celle que nous construisons par nos actes et notamment par notre travail. C'est la solidarité au sein d'un lieu de travail, d'un syndicat, etc., ou d'un parti politique. Et Durkheim, évidemment, favorisait la solidarité organique qui, pour lui, est un progrès par rapport à des logiques traditionnalistes qui sont des logiques tribales, claniques, d'appartenance, d'obéissance au chef et de communautarisme. Et donc, moi, je considère avec Durkheim que la victoire de la solidarité organique sur la solidarité mécanique est un vrai progrès démocratique. Or, le wokisme, c'est une régression vers ce qui est le plus facile, c'est-à-dire c'est tellement plus facile de s'identifier aux membres de ma famille, à mes copains, à ceux qui habitent dans ma cité, etc. Et ça évite de faire ce travail sur soi, de construction d'une solidarité liée à la fois non pas à ce que nous sommes sans rien y pouvoir, c'est-à-dire ce que nous sommes par notre naissance, mais à ce que nous sommes par ce en quoi nous pouvons agir, donc par nos actes, par nos décisions et par nos valeurs. Bon. Et ça, je pense que c'est un progrès évident, mais malheureusement, le wokisme constitue une forme de régression qui est arrivée de façon extrêmement rapide et qui déconstruit ce grand progrès issu de la philosophie des Lumières sous nos yeux,
particulièrement à l'université, aussi dans le monde culturel, aussi dans le monde de l'entreprise. Et c'est contre cette déconstruction du modèle universaliste que je me bats avec. On est assez nombreux, hein, nous sommes nombreux à nous battre contre ça, mais avec cette difficulté qui est que l'Amérique nous a enfermés dans l'idée que se battre contre le wokisme, ce serait être du côté de l'extrême droite et de Trump, ce qui est une erreur absolue. Clément Beaune, vous souhaitiez rebondir. Oui, enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord effectivement quelque chose qui dépasse le sujet du wokisme ou le débat sur le wokisme, qui est malheureusement ce qu'on voit dans le débat public ultra brutalisé et polarisé, chez nous comme aux États-Unis ou chez nous en miroir des États-Unis. C'est que si vous êtes critique au sens j'allais dire académique et large du terme du wokisme, c'est-à-dire vous faites une analyse scientifique, après avec une opinion à la fin, mais enfin documentée, étayée, comme le fait Nathalie et d'autres, vous êtes exclu par un certain nombre de gens du débat et soupçonné que derrière un propos X, il y a en fait une idéologie Y, en l'occurrence l'extrême droite, le pro-Trumpisme, etc. Inversement, parce que je pense que c'est malheureusement la nature du débat public dégradé qu'on vit aujourd'hui. Tant mieux qu'on ait des moments comme cela, on peut parler calmement, longuement, mais force est de constater que ce n'est pas la norme. Quand vous voulez faire la critique de combats qui me semblent plus nobles, c'est-à-dire le féminisme, c'est-à-dire un certain nombre de revendications d'égalité, LGBT ou autre. Aujourd'hui, vous vous saisissez du mot woke et vous dites tout ça c'est du wokisme. Alors qu'en fait tout ça c'est pas du wokisme. On n'a pas attendu de connaître même le mot de woke pour qu'il y ait un combat féministe en France et en Europe, ou pour qu'il y ait un combat humaniste et d'égalité en Europe. On n'a pas attendu des mots importés de Californie ou des universités américaines pour qu'il y ait des revendications LGBT, des manifestations pour l'égalité. Bon, évidemment, donc il ne faut pas non plus qu'on confonde tout. Je trouve que ce débat il est très emblématique par son utilisation simplifiée et confuse et entretenu dans la confusion de la dégradation d'un débat public général et d'une polarisation. Juste un rebond sur l'universalisme, non pas de manière philosophique, mais la façon dont je le définirais personnellement. Il y a quelque chose qui touche un peu au modèle français, c'est-à-dire que le wokisme est un énième épisode, si je puis dire, du combat ou de la différence de conception, cliché et vrai, entre le monde anglo-saxon, qui accepte, voire encourage des communautés, une forme d'enfermement dans une communauté. On garde sa langue, on garde sa religion, on ne parle qu'aux gens qui sont issus du même pays, qui ont la même couleur de peau, qui je ne sais pas quoi, avec tous les excès, et qui n'est de toute façon pas notre modèle, versus effectivement un idéal, parce qu'il est forcément imparfait, dont on est fier, français, républicain, d'universalisme, au sens à la fois d'une forme d'aspiration à l'égalité, et de l'idée que l'individu peut, tant mieux, au-delà de sa religion, de son origine géographique, de sa génération, parler aux autres, parfois quitte à nier des particularismes qui pourtant existent. Moi, je veux croire qu'on peut arriver à réconcilier les deux. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'on comprend mieux l'universel quand on accepte le particulier. Moi, je suis parisien, j'ai une famille d'origine auvergnate, corse et juive, ukrainienne, je suis homosexuel, etc. Et tout ça fait des fragments d'identité, et puis chacun pourrait faire une liste de 3 ou 4 adjectifs qui le définit ou la définit. Quand je dis que quand on l'utilise bien, ça nous fait accéder à l'universel, je prends un exemple sous le contrôle collectif, nous sommes en Moselle, on connaît personnellement, familialement, ce qu'est le rapport à l'Allemagne, ce qu'est le rapport à la guerre, on l'a vécu plus que dans notre territoire français. Être mosellan, ça donne une conscience et un héritage qui donne une forme d'éveil à ce que c'est qu'un conflit, ce que c'est qu'une déchirure, ce que c'est que perdre quelqu'un dans un conflit, etc. Moi, je viens d'une famille juive, je ne suis pas du tout pratiquant, j'ai découvert à 15 ans que j'avais des origines juives, donc je ne suis absolument pas religieux, mais peu importe. En me plongeant dans l'histoire familiale, ça me fait comprendre le drame de la déportation, de la guerre, de la dénonciation, etc. C'est un accès, c'est une porte d'entrée vers un universel. Pas pour dire je suis comme ça et donc je ne veux voir que des gens qui ont la même histoire que moi. Je suis parisien, je ne fréquente que des Parisiens. Je suis d'origine juive, je ne fréquente que des juifs. Pas du tout. Mais pour se dire, ça me donne des leçons de l'histoire pour faire attention à certaines idéologies, à certains comportements, etc. Ça, je crois que c'est le particulier qui vous donne accès à l'universel. Là où c'est dangereux, c'est quand vous dites justement exactement l'inverse. Je suis noir américain, donc un blanc ne peut pas me comprendre. Est un oppresseur forcément. Je suis femme, je suis LGBT, donc un hétérosexuel ou un homme est un oppresseur. Ou en tout cas, à minima, quelqu'un de si différent de moi qu'on ne peut plus se parler.
et se comprendre. Ça va assez loin, là ce sont les dérives effectivement, sous le contrôle de Nathalie. Il y a de nombreux cas aux États-Unis en particulier où des gens disent dans un théâtre, dans une représentation, on ne peut pas, si c'est un poème écrit par quelqu'un issu de l'esclavage, d'origine afro-américaine, etc., on ne peut pas faire dire ce poème par un blanc. Bon. Inversement, il y a des gens qui vous diront vous ne pouvez pas changer un opéra qui a 3 siècles où le méchant est le noir et le gentil est le blanc. Ça renvoie quand même à des représentations culturelles qu'on aimerait dépasser. Et on doit pouvoir faire des mises en scène, des choses autrement pour montrer qu'on se comprend. Qu'un musulman peut dire un texte d'un juif et réciproquement. Bon. C'est ça qui est en danger aujourd'hui. C'est non pas l'idée qu'on a des particularités, on en a tous. Et ce qui est vrai, c'est que l'excès parfois du modèle français, c'est de se dire gommez vos particularités. Nos ancêtres les Gaulois, et qu'on soit parisien, mosellan, marseillais, d'origine portugaise, ukrainienne ou autre, on efface tout ça. On efface tout ça pour vivre ensemble. C'est le principe de la laïcité au sens le plus large du terme. Mais on a ces particularités, ça nous nourrit, ça nous enseigne des choses, je crois qu'il ne faut pas les nier. En revanche, quand ça met des barrières étroites, insurmontables, et le wokisme en est une accélération, une amplification, là je crois qu'on a effectivement une dérive qui nous gêne particulièrement, et d'une certaine façon tant mieux, nous en France, parce qu'on est attaché à cette capacité ou à cet idéal, même s'il est parfois un peu fantasmé, de vivre ensemble et de compréhension mutuelle. Jean Garrigue. Oui, ce serait une vision superficielle de l'universalisme républicain que d'imaginer qu'il nie les particularités. Au contraire, il les encourage. Prenez l'exemple de cette loi fameuse de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, qui est un peu fondatrice de notre idée de laïcité. Cette loi, sous les auspices de quelqu'un qui était justement un négociateur et quelqu'un de très fin qui s'appelait Aristide Briand, cette loi, précisément, elle protège l'exercice du culte et la liberté de conscience de chacun, pour chaque religion. Le problème de ce que j'appellerais l'impérialisme woke aujourd'hui, qui est une dérive de ce mouvement d'émancipation, c'est pour reprendre une métaphore qui était celle de Jaurès à propos de l'impérialisme économique, il secrète en lui, comment disait-il, génère, voilà que je ne me souviens plus de l'expression elle-même, c'est raté, mais comme la foudre génère l'orage, enfin c'était comme ça. Il génère en lui la guerre comme la foudre provoque l'orage ou génère l'orage. Eh bien, l'impérialisme woke, en quelque sorte, il génère précisément cette séparation entre précisément les communautés. Il fait exactement l'inverse que ce qui est aujourd'hui de plus en plus souhaitable dans nos sociétés. Parce que le gros problème de nos sociétés aujourd'hui, des sociétés démocratiques, c'est qu'elles ne savent plus ce que c'est qu'être des citoyens, quels sont leurs droits, leurs devoirs, et comment faire pour être ensemble. Il y a un phénomène d'hyper-individualisme dont d'ailleurs le wokisme, à mon sens, est l'une des branches en réalité. Cette branche qui se cristallise sur ces combats d'émancipation, mais qui sont au fond un prétexte pour justifier précisément cet individualisme. Et autre chose qui est venue avec ce qu'on a appelé l'intersectionnalisme, c'est-à-dire cette sorte de fusion des combats minoritaires, des combats d'émancipation, en une sorte d'idéal de révolte face à l'universalisme que prône, qui a été considéré comme oppresseur. Cet intersectionnalisme, justement, fait de ceux qui ne sont pas des minorités des adversaires, et voire des ennemis. Il y a eu l'acmé de ce phénomène, c'est une université américaine, à Evergreen, je crois, qui avait décrété une journée anti-blanc, sans blanc. Et un enseignant qui s'y était opposé était obligé de démissionner. Là, vous voyez qu'on arrive à un degré d'intolérance et de totalitarisme, en fait, qui n'est pas supportable et qui est totalement en contradiction avec tout l'effort démocratique qui s'est cristallisé, mais pas seulement d'ailleurs en France, un peu partout, dans les grandes démocraties du monde.
Donc là, on arrive véritablement à ce point de régression dont on parlait tout à l'heure. Vous avez aussi des intellectuels américains qui considèrent que précisément les fondements idéologiques de cet universalisme sont à rejeter parce que précisément émanant de ce mâle blanc de plus de 50 ans qui a dominé les sociétés occidentales, et pas seulement occidentales, depuis des siècles. Donc on est vraiment dans quelque chose là qui est à la fois, si vous voulez, une sorte d'impérialisme intellectuel, mais qui est aussi un facteur de division et j'allais dire d'antagonisme, de combat au sein même de nos sociétés, alors que précisément on a besoin de l'inverse. Donc vous voyez, c'est là que même sur un plan historique, vous vous dites, on est à rebours de l'histoire. On est dans quelque chose qui ne va plus dans le sens de l'émancipation démocratique. Moi j'ai fait un livre sur précisément ce que j'appelais les jours heureux, c'est-à-dire des moments où la société française s'est retrouvée ensemble dans des moments de crise, de révolution, d'après-guerre, pour construire quelque chose, pour construire un projet commun. Et à chaque fois, d'ailleurs, pour faire avancer un petit peu plus, je dirais, ce qu'on pourrait appeler le socle de la démocratie. Et voir aujourd'hui que cette idée-là, cette dislocation de cet idéal universaliste est de plus en plus prégnant, et notamment, et c'est ça qui est quand même assez inquiétant, dans les plus jeunes générations, où l'idée, par exemple, d'une communauté laïque, de quelque chose qui nous mettrait ensemble autour de ce respect de la liberté de culte, mais aussi du respect de cette citoyenneté républicaine, tout ça, ce sont des valeurs qui se disloquent de plus en plus auprès des jeunes générations. Et ce qu'on peut appeler l'idéologie woke, mais c'est une simplification, cette idéologie de la dislocation de l'universel, elle est quelque chose qui est de plus en plus dangereuse, me semble-t-il. Donc il y a une vigilance à avoir là-dessus et des combats intellectuels à mener. Moi, j'ai une rubrique plutôt d'historien dans un journal qui s'appelle Franc-Tireur. C'est pas pour en faire la publicité, mais il se trouve que Franc-Tireur a fait de ce combat l'un de ses combats, précisément parce que notre fil conducteur est celui de la défense des valeurs républicaines, et je dirais de la raison, la tentative d'aller vers quelque chose qui soit raisonnable, objectif et fondé sur la science et une approche objective des problèmes. Vous voyez, on est là dans quelque chose qui est de plus en plus irrationnel, d'ailleurs, cette forme d'émancipation hégémonique et de cet impérialisme intellectuel, et qui est très dangereux pour la cohérence de nos sociétés. Nathalie. Je dirais même plus, comme dirait Dupont, je pense que ces dérives qu'on a évoquées ne sont pas des dérives, elles sont constitutives même du projet woke. Pourquoi ? Parce que le projet woke étant basé sur l'assignation de chaque individu à une communauté, que ce soit les femmes, les homosexuels, les noirs, les obèses, etc., communauté systématiquement définie comme discriminée ou dominée, puisque le wokisme, c'est ce qui se produit au confluent d'une focalisation sur les communautés et d'une focalisation sur la notion de domination. Vous croisez les deux et vous avez le mouvement woke, sous toutes ces formes extrêmement variables, mais qui ont toutes cette même caractéristique. Eh bien, dès lors que vous assignez des gens à une communauté, vous les enfermez dans une identité que vous leur imposez. Par exemple, moi, je ne serai ici qu'en tant que femme, ce qui n'est pas vrai, là, je suis ici en tant que sociologue. Bon. Et donc, c'est une forme d'atteinte à la liberté que nous avons tous de pouvoir nous définir selon les différents contextes de façon différente. Bon. Donc, il y a cette dimension d'imposition, d'interdiction qui est très présente dans le mouvement woke. Donc, on l'a dit un petit peu, ce qu'on appelle le refus de l'appropriation culturelle, l'idée qu'un blanc n'aurait pas le droit de parler des noirs ou de les représenter, etc. Enfin, on peut vous donner plein d'exemples, je ne vais pas le faire pour ne pas prendre trop de temps. Et on a aussi une dimension de ce que vous avez sans doute entendu parler, de la cancel culture. Ce n'est pas pour rien que ce soit un mot anglais. C'est donc la culture de l'annulation, qui est l'idée que des citoyens auraient le droit d'empêcher d'autres citoyens de parler parce qu'ils ne sont pas d'accord. Bon,
Et donc, on annule des conférences. Petite information, hier même, à l'université de Nantes, on a annulé la venue de la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, dans le cadre d'un congrès contre l'antisémitisme. L'université a accédé à la demande de 2 syndicats étudiants demandant à ce que la LICRA ne soit pas invitée au motif que l'ancien président de la LICRA serait transphobe. Bon, voilà le genre de délire auquel on aboutit avec le mouvement woke. Bon. Donc, on a vraiment une culture de l'interdit qui s'est développée, d'atteinte à la liberté d'expression, d'atteinte à la liberté académique, c'est-à-dire à la certitude pour les enseignants et les chercheurs que dans le cadre de leur travail, ils ne soient pas soumis à des impératifs extérieurs aux impératifs scientifiques, bon. Avec une conception de la recherche qui voudrait que la science ait pour objectif de favoriser l'émancipation ou l'égalité, ce qui est un objectif absolument légitime dans le monde politique, mais qui n'a strictement rien à faire dans le monde scientifique. Or, on a aujourd'hui des scientifiques qui prétendent défendre leur travail au nom de ces impératifs politiques, ce qui est totalement ce que j'appelle une confusion des arènes. J'en parle dans ce petit tract qui s'appelle « Ce que le militantisme fait à la recherche ». Bon. Et on a donc des pratiques d'interdiction ou aussi d'obligation, hein, les choses dont il faut absolument parler ou les choses dont il ne faut surtout pas parler. Je suis moi-même chercheur, donc je le vois dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, qui rappellent furieusement des pratiques staliniennes. Hein. On revient à ce qu'on a appelé le lysenkiisme, hein, c'est-à-dire l'idée que la production scientifique devait être subordonnée à des impératifs idéologiques. Ce qui est troublant, c'est de voir, parce que malheureusement le wokisme est très répandu dans les jeunes générations, c'est de voir des jeunes avoir des pratiques qui sont dans la droite ligne du stalinisme et ne pas s'en rendre compte, tout simplement par manque de culture politique. Et donc, quand je dis que le wokisme est une régression, c'est aussi une régression vers le mépris de la liberté d'expression typique des régimes totalitaires. J'ai intitulé mon livre « Le wokisme serait-il un totalitarisme ?» Le titre initial que j'avais choisi, c'était « Le wokisme est un totalitarisme ». Bon. Or, les représentants d'Albin Michel ont dit à l'éditeur, si on présente un livre au libraire avec ce titre-là, la moitié des librairies en France ne le prendront même pas. Pour vous dire à quel point le wokisme a infiltré aussi dans le milieu culturel et entraîne ces formes de censure, de fait. Hein. Donc du coup, j'ai choisi de mettre un point d'interrogation et le conditionnel, ce qui ne trompe personne, mais je pense que le wokisme est bien un totalitarisme. Alors, je rebondis précisément sur ce point, Nathalie Hennig. La question pourra s'adresser à tous les trois. Mais vous avez posé une question pendant une de vos démonstrations, c'était de savoir comment cette idéologie avait pu pénétrer la culture française. Et je le mets en lien avec ce que Jean Garrigue a dit. Il a appelé ça un impérialisme woke. Le wokisme serait-il un totalitarisme? Vous le liez à une notion, ce que vous appelez le totalitarisme d'atmosphère. Vous développez ça. Certains de vos contradicteurs sur ce point vous ont répliqué que ce terme était précisément galvaudé ou impropre parce qu'il n'y a pas derrière le mouvement woke d'État organisé qui peut mettre en place un système totalitaire qui imposerait censure, etc. Mais vous expliquez que c'est un totalitarisme d'atmosphère précisément parce qu'il s'agit de quelque chose de diffus, de gazeux, et c'est une analogie que vous faites avec le djihadisme d'atmosphère qui avait été conceptualisé, lui, par Gilles Kepel, donc un totalitarisme culturel diffus. Et la question qui se pose, c'est précisément comment cet état d'esprit parvient à essaimer et à s'ancrer dans les mentalités des individus. Et il me semble qu'on peut s'interroger peut-être sur l'influence ici des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut considérer que le wokisme est la première idéologie née de l'omniprésence dans nos sociétés contemporaines des réseaux sociaux et qu'il n'est rendu possible que par une forme de transversalité à travers l'Occident entier et qu'il n'essaime que parce qu'il fédère des individus de même sensibilité par-delà les frontières et qu'il n'y a pas d'État à proprement parler, mais qu'il y a ces espèces d'agora virtuelles, des nouveaux continents peut-être qui se substituent à l'État-nation. C'est une excellente question. Alors déjà,
totalitarisme ne signifie pas système totalitaire. Donc mes contradicteurs qui m'ont dit mais enfin, c'est pas comment vous pouvez parler de totalitarisme alors qu'il n'y a pas d'État, qu'on n'est pas sous un gouvernement totalitaire. Hein. Bien évidemment, je ne suis pas stupide au point de prétendre que le wokisme serait un système totalitaire. C'est un totalitarisme d'atmosphère. Pourquoi ? Parce qu'aucun système totalitaire ne tiendrait sans une certaine collusion, sans une certaine mentalité qui, à certains moments dans certains collectifs, donne une sorte de blanc-seing à un pouvoir absolu. Donc il y a bien une mentalité totalitaire qui permet de comprendre la persistance de certains systèmes totalitaires. Donc on est bien dans une mentalité. Hein, voilà. Et je pense que les gens qui aujourd'hui s'autorisent à faire ce type d'interdit sont dans une mentalité qui est la même mentalité qu'on a eue dans les systèmes, dans les pays sous système totalitaire. Par ailleurs, vous avez tout à fait raison sur les réseaux sociaux qui ont bien évidemment beaucoup contribué à l'accélération de l'internationalisation du mouvement, c'est vrai. On a aussi le fait, me semble-t-il, que certains sont un peu fascinés par le côté américain, chic. Hein, il y a un côté mode comme ça. Les modes qui viennent des États-Unis, ça prend bien parce que c'est censé être plus nouveau, plus moderne, etc. Bon, donc je pense qu'il y a aussi cette dimension un peu snob comme ça, de se dire ah ouais, c'est woke, c'est un mot anglais, ça fait bien. Bon. Et puis il y a aussi, et ça il ne faut surtout pas le négliger, je crois que le wokisme repose, et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de ses origines puritaines américaines, repose sur le ressort de la culpabilisation. Hein. C'est-à-dire qu'on pense le monde, quand on est woke, systématiquement en termes de victimes et de bourreaux, et de coupables, et on culpabilise, ou on se culpabilise, encore plus sûr, parce qu'on est dominant. Hein, voilà. Et donc, on réduit les gens à la seule opposition dominant-dominé. Alors ça, c'est l'héritage de Bourdieu, bon, qui aussi est une des dimensions catastrophiques dans l'université de ce succès fulgurant du wokisme. Donc, la focalisation sur le couple dominant-dominé, assortie de cette vieille culpabilisation religieuse qui est que y aurait des coupables et que donc il faut battre sa culpe. Et je pense que ça joue très fort et que c'est une des grandes raisons du succès du wokisme. Voilà. Plus le fait, et ensuite je laisse la parole aux autres, mais ce que j'analyse dans l'article dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi la prégnance que facilitent les réseaux sociaux de ce que Max Weber appelait l'éthique de conviction par rapport à l'éthique de responsabilité. Donc Max Weber, grand sociologue allemand, opposait l'éthique de conviction qui repose avant tout sur le sentiment d'avoir raison et de devoir communiquer ses convictions au monde entier, qui est parfaitement légitime, mais en face, Max Weber mettait en évidence l'existence d'une autre éthique, l'éthique de responsabilité, qui, elle, subordonne l'expression de ses convictions à une réflexion sur les effets de cette expression, sur ce que ça peut produire, sur la façon dont ça peut avoir des effets, etc. Bon. Et donc, les deux sont légitimes, mais certains sont plus dans la conviction que dans la responsabilité. Or, les réseaux sociaux favorisent évidemment l'éthique de conviction, puisque c'est celui qui parle le plus fort ou qui dit les trucs les plus disruptifs qui va être le plus entendu. Et donc, on a là encore une régression, grâce aux réseaux sociaux, de l'éthique de responsabilité vers l'éthique de conviction. Raison pour laquelle, encore une fois, le wokisme n'est pas un progressisme, mais c'est beaucoup plus un mouvement régressif. Alors Jean ou Clément, comme vous voulez. Oui, rebondir parce que c'est ce que dit Nathalie Hennig pose le problème du rôle, et notamment du monde universitaire. Et je crois qu'il faut s'y arrêter quelques instants. Au passage, j'ai retrouvé la formule de Jaurès sur la nuée dormante qui porte l'orage, l'impérialisme qui porte en lui la guerre, comme la nuée dormante porte l'orage. Il y a vraiment une analogie avec ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans ce monde universitaire, parce que j'ai l'impression qu'en réalité, cette fameuse culpabilité de l'intellectuel
par rapport au passé de nos démocraties, passé colonial, passé d'oppression sociale aussi, vis-à-vis des classes laborieuses. Il s'est peu à peu transféré finalement de ce qu'était l'idéologie marxiste dominante dans le monde universitaire et qui a imprégné les recherches des uns et des autres dans les années jusqu'aux années 60-70, peut-être même un petit peu au-delà, en passant par le recours sociologique de Bourdieu. Bon. Cette translation s'est faite assez naturellement pour un grand nombre d'universitaires vers précisément ces thématiques woke, parce que justement elles leur permettent de retrouver une justification à cette éthique de conviction et à ce phénomène justement de culpabilisation. Et on voit très bien comment nos étudiants, de plus en plus, sont nourris par cette éthique-là, par ce phénomène de culpabilisation. Et on voit se multiplier de manière, je dirais, un tout petit peu surprenante et totalement hors de la réalité, un grand nombre d'études précisément sur l'émancipation des femmes, le postcolonialisme, enfin tout ce qui nourrit justement cette culture du wokisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes, et je vais prendre l'exemple de l'histoire, si vous êtes un historien qui par exemple va s'intéresser à l'étude du patronat, c'est pas un scandale. Et d'ailleurs, ça avait été mon cas il y a une vingtaine d'années. Mais vous ne trouverez jamais quelqu'un pour vous diriger dans cette voie. Ça n'intéressera personne. Si vous vous intéressez à l'histoire de tel ou tel bourgeois, je me souviens d'une grande thèse qui avait été l'œuvre d'un de mes collègues, déjà il y a une quarantaine d'années, sur les bourgeois de Rouen. Mais aujourd'hui, ça paraîtrait impensable. Si vous parlez en revanche de ces jeunes femmes opprimées de couleur dans telle ou telle colonie française, là évidemment ça va payer. Alors je ne dis pas que ça ne soit pas important d'avoir exhumé tout un pan de notre histoire qui était négligé, qui était maltraité, qui était soumis à une sorte de doxa néocolonialiste pendant très longtemps. Mais on voit aujourd'hui l'inverse arriver. C'est-à-dire que vous avez finalement des pans assez marginaux et secondaires de l'histoire qui deviennent au fond la norme. Un peu d'ailleurs, il faut bien le dire, souvenez-vous de cette, alors je vais peut-être faire hurler beaucoup de gens, mais cette grande cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où on avait quand même l'impression, malgré tout, que la vision qui était proposée de notre pays, de notre histoire, était une vision un petit peu focalisée sur précisément des minorités. C'était intéressant pour montrer, et ça se situait, j'allais dire, dans cet héritage pionnier de l'historiographie française, de l'histoire française, d'avoir été un pays d'émancipation, l'héritier des Lumières, etc. Et en cela, c'était intéressant. Et ça pouvait être justifié. Beaucoup de mes collègues historiens, c'était d'ailleurs un de mes collègues historiens très en vue qui en était un peu le concepteur. Mais simplement, ça n'était pas véritablement la France. Moi, j'attendais autre chose de cet universalisme républicain, qu'on parle de l'égalité, des Lumières, de tout ce que vous voudrez, de Gambetta, de Jules Ferry et des autres. Et je ne les ai pas trouvés dans cette cérémonie. Et cette cérémonie, elle avait un parfum précisément qui nous référait beaucoup plus au communautarisme anglo-saxon qu'à cet universalisme républicain. Donc, c'est tout ça pour dire qu'il y a une responsabilité, alors je parlais de celle des chercheurs et des universitaires. Je le répète, ils ont été communistes dans les années 30, maoïstes dans les années 60, bourdieusiens ou bourdieusiens dans les années 70. Et aujourd'hui, ils sont wokistes. Ça pose véritablement un problème. Pourquoi ? Parce que c'est quand même dans les universités que se forment les élites de demain, qu'on le veuille ou non, même si il faut évidemment lutter contre toute forme d'élitisme, parce que c'est pas woke. Mais c'est là-dedans aussi que vous formez des générations futures. Et là encore, c'est assez inquiétant. Il y a tout un travail à faire, un travail de comment dire ça, de retour véritablement à l'essentiel, à ce qu'est l'ossature véritablement de notre citoyenneté républicaine. Clément Beaune.
Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable pour le plaisir du débat. Même si je partage beaucoup de choses qui ont été dites, mais sinon on va devenir woke si on n'a plus de débat entre nous. On va devenir totalitaire entre les trois d'entre nous. Je plaisante, mais je me fais un peu l'avocat du diable sur quelques points. D'abord, avec tout le respect dû à mes voisins et à quelques éminentes autorités universitaires dans la salle, la société ne se résume pas au monde académique. Je suis fils de chercheur et je suis très attaché à l'enseignement, mais il ne faut pas qu'on confonde tous les débats. Je suis d'accord que c'est très grave que dans le monde de la connaissance et de la recherche, on confonde avec le wokisme aujourd'hui ou avec d'autres éléments, le militantisme, on a le droit d'avoir une opinion, on a même le droit de l'exprimer, on a des garanties de la liberté académique et de la liberté d'expression de nos académiques. Il ne faut pas confondre la science et la recherche avec l'opinion. Jean Garrigue l'a dit implicitement et rapidement, j'allais justement prendre cet exemple, c'est malheureusement d'ailleurs, mais ce n'est pas complètement nouveau. Bon, certains savent mieux que moi qu'il y a eu la prétention à une science communiste. Que quand on était historien de la Révolution française jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on savait exactement à quel parti vous apparteniez. Bon, François Furet l'a bien démontré, etc. Non, mais je veux dire, c'est pas bien. C'est pas nouveau. J'ai été étudiant il y a une vingtaine d'années sur les bancs de Sciences Po. J'avais Pascal Perrineau parmi mes éminents professeurs. Il n'était pas exactement dans cette catégorie. Enfin, quand vous n'étiez pas fanatique de Bourdieu, vous n'aviez pas le droit de parler à la cafétéria. Bon. Alors, ça n'allait pas jusqu'à interdire les conférences, Dieu merci. Ça n'allait pas jusqu'à, faut pas dire Dieu merci, etc. Bon, voilà, ça n'allait pas jusqu'à les excès évidents d'aujourd'hui. Bon. Enfin, il y a eu des périodes, des poussées de fièvre qui ont été d'ampleur aussi grave. Différentes mais aussi graves. Donc, je ne minimise pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas... Je suis toujours prudent dans les débats quand on dit « nous n'avons jamais vécu une époque comme ça ». Bon, on a vécu plein d'époques comme ça, moins bien, mieux. Donc, juste pour relativiser. Après, la question de militantisme dans le monde académique et de la pression exercée, c'est une question différente de l'essence même du sujet. Je pense que, soyons aussi lucides, notre société, en France en tout cas, même aux États-Unis, on l'a d'ailleurs vu avec le résultat électoral, n'est pas majoritairement woke. Alors on peut en tirer deux leçons, on peut se rassurer, dire, tant mieux, cette idéologie de la séparation, de la communautarisation à l'extrême n'a pas pénétré nos esprits et nos vies. Je crois qu'on ne vit pas woke, si je puis dire, globalement en France. On peut se dire aussi, du coup c'est encore pire parce que c'est une minorité qui cherche à imposer, avec des méthodes ou des esprits totalitaires, sa loi à une majorité. Et ça c'est évidemment extrêmement dangereux, ce n'est pas que le wokisme, mais c'est malheureusement très fort dans une société très polarisée et ne veut pas qu'on sorte un bouquin, qu'on tienne un propos, qu'on tienne un débat, une conférence d'université. Je vous prends juste un exemple qui m'a un peu traumatisé, si je puis dire. Pardon de partager mes traumas le samedi matin. Mais je devais intervenir à Sciences Po Toulouse. Bon. On m'a dit... alors je ne comprenais pas parce que la professeure qui voulait me faire venir était très enthousiaste au début et puis elle ne me rappelait plus. Et puis, bon, à un moment, je l'ai rappelé. Je dis, si vous ne voulez pas que je vienne, je vous ferai le savoir. Et elle me dit, bon, alors moi je pensais naïvement que c'était parce qu'il y a un autre débat qui n'a aucun rapport, qui était l'A69, cette autoroute dont on parle beaucoup, qui m'a valu d'être aspergé de faux sang dans une conférence à Strasbourg, à Toulouse, il y a quelques mois. Bon, elle m'a dit, non, 69, on s'en fiche complètement, c'est pas le sujet. C'est qu'on a interdit, il y a quelques semaines, à Rima Hassan de tenir une conférence dans l'amphi X ou Y de Sciences Po Toulouse, et donc ça serait injuste de te faire venir. Je dis pardon, je tiens rarement des propos violents, à mon sens antisémites, etc. Je n'ouvre pas ce débat trop compliqué. Il me semblait qu'il y avait, au-delà des opinions politiques, quand même des différences de nature. Et puis je voulais parler de mon bouquin d'ailleurs, pas faire un meeting politique. Bon, bref, ce qui montre un peu la confusion quand même, au-delà du sujet wokisme, et la dégradation du débat public aujourd'hui, où quand il y a un excès, une violence, on doit la justifier en quelque sorte, d'interdire quelqu'un d'autre, une victime collatérale de l'affaire, parce qu'on ne veut plus le débat tout court. Je comprends d'ailleurs un certain nombre de dirigeants, sous le contrôle d'universitaires qui m'entourent, d'institutions, d'universités, etc. Parfois, ils veulent juste être tranquilles. Donc ils se disent, j'interdis. Bon, mais du coup, comme j'interdis A, j'interdis B, C et D, même si B, C et D n'ont aucun rapport avec A. Bon, on vit un peu dans ce sujet-là. Juste pour me faire, là aussi, l'avocat du diable, il ne faudrait pas, c'est pas ce qu'on dit là, mais il ne faudrait pas que dans le débat sur le wokisme, la dénonciation, le combat contre ces excès, le décryptage, si je puis dire, du projet, de financement, de militantisme politique excessif, nous fasse dire, ou conduise de facto à dire qu'il n'y a plus de discrimination, qu'il n'y a plus d'inégalité. Bon. Dire que le combat féministe est abîmé par le fait que celles ou ceux qui disent une femme ne peut pas comprendre un homme ne peut pas comprendre une femme, ils ont bien raison. Franck-Tireur s'en fait souvent l'écho et je le partage. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas un combat féministe à mener.
C'est d'ailleurs la responsabilité aussi du wokisme, qui est de dégrader ou de discréditer des combats humanistes assez classiques, mais toujours difficiles et toujours pertinents. Et donc je mets en garde quand même contre ça. On voit bien dans certains médias, dans certains partis politiques, plutôt l'extrême droite, l'idée que c'est une aubaine le wokisme. Ça fait peur à tout le monde, on ne sait pas ce que c'est du mauvais anglais traduit en mauvais français, et donc c'est la revanche. On va dire, en fait, les LGBT nous emmerdent, les femmes, elles demandent trop, telle religion, elle a trop de prétentions. Bon. Et donc, voilà, la frontière est toujours ténue dans ce rééquilibrage qui se fait dans le wokisme et l'anti-wokisme. Je ne dis pas que ça se vaut, mais je dis qu'il faut faire attention à ne pas donner l'impression qu'il n'y aurait plus de problème quand on est noir aux États-Unis. Il y a objectivement des discriminations. Ce n'est pas pour ça que ça justifie d'interdire les blancs de l'université. Je pense que ça sert la cause d'aucun discriminé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination. Il ne faut pas quand même qu'on oublie cela. Puis, une dernière remarque, mais c'est peut-être pour ouvrir le débat suivant. Je crois qu'il ne faut pas confondre le wokisme et ce qu'on appelle aussi, dans un anglais qui fait peur, la cancel culture, c'est-à-dire l'effacement. On y reviendra peut-être sur le déboulonnage des statuts, sur le changement des noms, etc., qui est un autre débat compliqué, mais qui n'est pas tout à fait le même. Il y a évidemment des liens, des intersections, pour reprendre le mauvais mot, mais ce n'est pas pareil de dire on met des séparations entre communautés et de notre histoire, cacher ces mauvais héros que je ne saurais voir, enlevant toutes les statues d'une personne qui n'a pas été féministe il y a 400 ans ou pro-LGBT il y a 600 ans. C'est absurde, on va y revenir. Mais néanmoins, je sème la graine pour la suite du débat, des sociétés, je le dis aussi, ont toujours déboulonné des statues. Les sociétés ont toujours changé des plaques de rue. Donc, d'ailleurs, j'allais dire, si on voulait minimiser un peu nos débats contemporains, en quelque sorte, rien de nouveau sous le soleil. Donc ne croyons pas que nous inventons ces débats. Rien de nouveau, sauf que c'est pas pareil quand c'est une société qui le décide avec des moyens démocratiques et lorsque c'est un groupe de militants qui vient déboulonner de sa propre initiative une statue. C'est la grande différence entre la culture démocratique et la culture non démocratique. Or, les woke, je suis contre le fait d'asperger une statue de Churchill de peinture. Des pratiques parfaitement non démocratiques. Je suis un tout petit peu moins optimiste que vous sur la non-pénétration du wokisme dans la société. On le voit par plein d'indices. On le voit par les tentatives d'imposer l'écriture inclusive, qui est une forme de communautarisme pseudo-féministe qui va totalement à l'encontre du féminisme universaliste. Le féminisme universaliste préconise l'émancipation et l'égalité par la suspension de la différence des sexes lorsqu'elle n'est pas pertinente, alors que l'écriture inclusive prétend assigner systématiquement tout être à son sexe. Bon, ce qui me paraît totalement... Alors, ce que je dis juste, c'est que excessif. Ces pressions existent. D'ailleurs, j'ai le même avis que vous sur leur non-pertinence. Je pense que, néanmoins, la majorité des gens, je ne vais pas faire un vote ici, ne sont pas favorables justement à ce qu'on mette en place la J'espère bien, mais le problème, c'est que les institutions, et je vais y revenir, c'est très important, les institutions sont complices dans cette imposition de pratiques qui sont absolument minoritaires et qui viennent de militants. Bon. On voit aussi cette pénétration dans le fait que, je reviens à l'université, on a de plus en plus, tous mes collègues me le disent, des filles voilées à l'université. C'est-à-dire qu'on a une pénétration du port d'un signe de ségrégation religieuse et d'un signe d'infériorisation des femmes, quand même, et d'adhésion à une conception fondamentaliste de la religion. Cette pénétration me paraît extrêmement problématique et elle est d'autant plus problématique que bizarrement, elle est approuvée par maintenant une partie de la gauche radicale, comme on dit, qui a plongé tête baissée dans l'islamo-gauchisme et qui croit que pour prendre le parti des dominés, il faudrait accepter des formes de fondamentalisme religieux qui vont à l'encontre des valeurs traditionnelles de la gauche, notamment de l'égalité entre hommes et femmes et de la liberté de conscience. Donc là, on marche à front renversé. Mais ce que je voulais dire, et pour revenir sur les deux propositions qu'on a entendues, c'est que la différence avec notre histoire des mouvements, disons, soit marxistes, soit gauchistes, d'émancipation que nous avons connus dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est que ces mouvements-là
en tout cas en France, je ne parle pas en Union soviétique où ils ont pris le pouvoir, mais en tout cas en France, étaient des mouvements plutôt minoritaires, alors qu'aujourd'hui, le wokisme a pénétré les institutions. Et c'est ça la grande différence. On ne peut pas se contenter de dire oh, c'est une poignée de groupuscules comme ça. Bon, non, on a notamment dans la recherche, les grandes institutions internationales de la recherche obligent aujourd'hui les chercheurs, lorsqu'ils présentent un projet de recherche, à cocher une case déclarant que leur projet va favoriser l'égalité homme-femme, même si ce sont des physiciens, des chimistes, des mathématiciens. J'ai eu récemment à expertiser pour l'Agence nationale de la recherche un projet d'anthropologie du patrimoine où il fallait que je coche cette case. Et j'ai refusé en disant que c'était une question indigne d'un organisme de recherche. Bon. Mais on a ce genre d'imposition. Et derrière ça, on a cette idée qu'il faudrait recruter et promouvoir les gens, et pas seulement dans le monde universitaire, aussi dans le monde de l'entreprise, non pas en fonction de leurs compétences, mais en fonction de leur appartenance à une communauté discriminée. Et que donc, on va systématiquement promouvoir des femmes, des noirs, des arabes, des homosexuels, etc. Simplement parce qu'ils seraient donc discriminés, ce qui est un rejet absolument fondamental et phénoménal de la valeur de mérite, qui est quand même une valeur héritée de la Révolution française. Moi, je rappelle toujours que la Révolution française s'est faite sur l'abolition des privilèges, c'est du fait d'être traité en fonction de l'ordre auquel on appartient par sa naissance, et il lui a substitué le critère du mérite individuel, qui est un des fondements de nos sociétés démocratiques. Or, aujourd'hui, on est en train de voir se répandre l'idée qu'il serait normal de recruter un chercheur, non pas parce que c'est le meilleur mathématicien de sa génération, mais parce que c'est une femme, et du même coup ne pas recruter le meilleur parce que ça n'est pas une femme, par exemple. Bon. Donc, juste une anecdote et ensuite je laisse la parole. Il y a 3 ans, un physicien de haut niveau qui s'appelle Dorian Abbott devait faire une conférence au MIT, je crois. Cette conférence a été annulée par la présidence de l'université au motif que des groupes de militants avaient protesté contre sa venue, du fait qu'il avait co-signé une tribune dans, je crois, le New York Times pour dire que le critère du mérite devait rester le critère fondamental de recrutement des chercheurs. Bon. Eh bien, pour ce seul motif, des militants ont obtenu l'annulation de cette conférence de physique. Ouais, voyez où on en est. Donc je suis un peu moins optimiste que vous. Jean ? Alors ce débat nous renvoie, me semble-t-il, à la manière dont ceux qui perçoivent les excès du wokisme peuvent le combattre. Je veux dire par là que moi, ce qui me semble nécessaire, c'est de le combattre par des moyens qui ne sont qui intellectuellement lui sont inverses. Je veux dire que la nécessité de le combattre de manière équilibrée, de manière plus subtile, et en se gardant précisément d'une approche trop extrême ou caricaturale ou trop totalitaire. Si l'on prend l'exemple de cette prise en compte, cette prise en charge de la diversité, de la mixité, par exemple dans les conseils universitaires ou dans l'entreprise, c'est en même temps quelque chose qui peut se transformer en une sorte de caricature et de négation de l'idée de mérite, mais c'est aussi une nécessité sociale. Je veux dire que si on prend ce qui s'est passé dans le champ politique, il a bien fallu à un moment combattre pour que les femmes obtiennent le droit de vote, pour que les femmes obtiennent la mixité sur les listes dans les élections départementales et régionales. Je veux dire qu'il y a aussi des combats à mener, des combats d'émancipation qui, évidemment, si on les rejette en bloc, nous renvoient dans le camp d'un anti-wokisme, je dirais, aveugle, c'est-à-dire dans le camp d'un Donald Trump, avec ce qu'on vient de voir sur l'élimination d'un certain nombre de programmes scientifiques aux États-Unis de manière complètement folle. Bon.
Et donc, il y a cette nécessité, et c'est là, je rejoins un peu ce qui a été dit, il y a cette nécessité pour nous de regarder en face le phénomène dans sa complexité et en se gardant bien d'en atténuer les effets positifs qui existent. C'est-à-dire qu'on est dans cette continuité, dans cet héritage d'émancipation, effectivement, de minorités qui ont été des minorités opprimées, rejetées, marginalisées, et que donc, voilà, ce sera encore plus fort, le message de l'anti-wokisme, l'expression n'est pas bonne, mais de la critique du wokisme, la critique intellectuelle du wokisme, est d'autant plus fort qu'il s'inscrit dans une forme de subtilité et d'équilibre. Voilà ce que je voulais dire. Je donne juste un exemple, je suis tout à fait d'accord avec vous, sur la façon dont on peut combiner la lutte pour l'émancipation et l'égalité, qui est fondamentale, et le refus des formes délétères qu'elles prennent dans le wokisme. Moi, je suis partisan de la solution suivante lorsqu'on recrute quelqu'un. À candidature de qualité équivalente, on choisit systématiquement le plus handicapé, que ce soit handicapé par le sexe, par la race, par la langue, etc. Bon. Mais à qualité équivalente, c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas le critère du mérite, mais simplement qu'on est attentif, parce qu'on sait très bien qu'une femme sera toujours moins mise en avant qu'un homme. On est attentif à compenser ces formes de discrimination inconsciente ou involontaire en étant attentif à cela, mais toujours en combinant ces deux éléments. Donc on n'est pas obligé d'abandonner les luttes parfaitement légitimes qui ont fondé le mouvement woke. On ne doit pas, pour prendre une formule plus imagée, jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire jeter le bébé de la lutte pour l'égalité avec l'eau du bain de ces dérives totalitaires du wokisme. On va en venir à la question de la cancel culture parce que c'est effectivement une des notions les plus visibles, une des conséquences les plus visibles. Et je vais la mettre en lien avec votre petit désaccord entre tous les deux, puisque vous disiez, Nathalie, moins optimiste sur la pénétration du wokisme que Clément Beaune dans la société. Ça rejoint ce que vous dites dans vos livres respectifs, j'ai trouvé, parce que Nathalie, vous le concluez en disant la bêtise ne passera pas. Et vous, Clément, dans un petit chapitre de votre livre, vous écrivez du wokisme qu'il y a beaucoup d'excès et quelques bêtises. Et la nuance se situe peut-être là. La bêtise d'un côté, quelques bêtises de l'autre. Et ces bêtises, c'est effectivement sans doute cette cancel culture qui, au fond, pose la question de notre cohabitation avec l'histoire, avec la mémoire, et la cohabitation de nos sensibilités individuelles et de la mémoire collective. Et je vais vous citer Clément Beaune, donc ce passage un peu plus en longueur de votre livre. Vous écrivez « Je mesure et je combats les excès de l'effacement, pire des manières d'affronter son histoire, mais je suis reparti de Washington avec l'idée qu'on pouvait filtrer le wokisme pour en retenir les vrais éléments de questionnement et de progrès. Est-ce si différent, au fond, du mouvement de féminisation des noms et des titres ou de la réflexion légitime sur les restitutions d'œuvres d'art venues d'Afrique ou d'Océanie? Beaucoup d'excès, quelques bêtises, certes, mais le temps fera son œuvre de tri, et tout cela constitue le même mouvement, paradoxalement profondément occidental, d'interrogation sur soi. Le wokisme s'inscrit dans ce long parcours avec une différence de degré plus que de nature. Moi, je retiens cette idée, le temps fera l'affaire et fera le tri. Mais est-ce qu'il peut vraiment y avoir en réalité un consensus, par exemple sur une œuvre, par exemple sur un parcours? Je prends le cas de Colbert que vous citez aussi, Nathalie, que vous citez, Clément, dont il est exigé ici ou là que son nom soit effacé en raison du code noir. Et vous posez cette question, qui peut sincèrement se dire blessé à la vue d'une statue de Colbert? Si je m'appuie par exemple sur le cas des Antilles, il y a un rapport très différent au nôtre sur le cas de Colbert, par exemple, sur le rapport en hexagone n'est pas le même que directement dans les Antilles, parce que l'histoire de ces territoires est singulière et on souhaite d'ailleurs un meilleur continuum avec ces territoires-là. Est-ce que dans, par exemple, ce cas précis, le temps peut vraiment faire l'affaire, ou est-ce que la morale est aussi individuel que pluriel, les traumatismes sont personnels, le rapport au monde est différent? Est-ce que dans ce sens-là, le temps va suffire à dépasser les identités personnelles et à nous permettre de réécrire une histoire finalement commune? Alors je vous rassure, la bêtise ne passera pas, ça de manière générale.
elle prend d'autres formes, elle est inventive. Donc, peut-être je suis trop optimiste de nature sur ce phénomène-là, mais je rassure Nathalie, je crois que malheureusement, il y aura des combats à mener, que ce soit le triomphe dramatique du wokisme ou d'autres bêtises. Donc, je n'ai pas de naïveté sur nos propres dérives ou nos propres débats. Alors, ce que je dis, plusieurs choses. Je vais prendre des anecdotes, si je puis dire. Je vais commencer par la partie positive. Quand j'étais jeune, je vais parler de mon père, désolé, qui est chercheur, il est à la retraite aujourd'hui. Il est très à gauche, version, si vous me permettez, plutôt franc-tireur, effectivement, chevènementiste, laïque, fils d'instituteur et prof lui-même, etc. etc. Quand j'étais petit, il était horrifié par la féminisation des noms. C'est pour ça que je le dis au détour d'une phrase. Tout en étant très à gauche, qui a milité en 68, etc. etc. Et il me disait, c'est absurde. Il me dit, la pharmacienne, ça n'existe pas. La pharmacienne, c'est la femme du pharmacien. Voilà. Parce que, alors, ce qui déjà révélait peut-être quelque chose d'un modèle social. Bon. Mais il disait, on est un pharmacien, on est un docteur, on est un ministre, parce que c'est pas un masculin, c'est un titre. C'est le masculin fait le neutre. Bon. Et donc, ça lui paraissait absurde qu'à l'Assemblée nationale, on dise désormais Madame la ministre et pas Madame le ministre. Bon, aujourd'hui, sensibilité confondue, il y a encore ce débat n'est pas nul. Hein. Ce que je veux dire, c'est que le temps, c'est pas les mêmes débats d'une génération à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'une génération d'après, je ne crois pas au progrès systématique, hein, où tous azimuts fait mieux que celle d'avant. Là, je pense que c'est plutôt un progrès, mais c'est objectivement une perception. Peut-être que si j'avais été dans les chaussures de mon père, si je peux dire, il y a 20 ans, j'aurais pensé pareil que lui, au nom d'un combat pour une forme d'égalité et pas d'assignation à identité particulière. Bon. Maintenant, on ne va pas revenir en arrière sur la féminisation des noms. Je pense que ça a aussi des avantages et que l'avantage de dire c'est dur, c'est plus dur pour une femme d'accéder à un certain nombre de titres sociologiquement, historiquement, un certain nombre de professions, de qualifications. Il faut aussi le reconnaître. Je suis un grand défenseur de la parité et je suis d'accord sur la règle que vous proposez, mais ça ne marche pas partout. C'est-à-dire qu'en politique, si on avait dit, mesdames et messieurs, souvent messieurs, chefs de parti début des années 90, vraiment, s'il y a une femme qui est aussi bien qu'un homme, prenez plutôt la femme, on aurait toujours 3% de femmes au Parlement. Donc les outils ne sont pas les mêmes pour un recrutement de fonctionnaires. Je nuance un tout petit peu. Vous avez raison sur le monde académique, qui n'est pas celui que je pratique le plus au quotidien. Je tiens quand même à rassurer un certain nombre de gens. Comme responsable politique, moi, je suis fonctionnaire aussi. Heureusement, dans la fonction publique, je n'ai jamais eu à dire si j'étais hétérosexuel ou homosexuel. Et je trouve que je le dis, mais enfin, ça ne doit pas être un critère de recrutement ou de discrimination. Femmes, hommes, etc. Bon, donc, il y a des dérives de cette nature sur les projets de recherche, vous avez raison. Mais ce n'est pas la loi générale, ce n'est pas devenu la règle de recrutement de la fonction publique française, heureusement. Bon. Je prends un autre exemple, qui est l'exemple, justement un peu en termes à la frontière wokisme et cancel culture, dont certains se souviennent peut-être. Il y a eu un débat à la Villa Médicis, cette résidence d'artistes prestigieuse française à Rome, où, alors ça dépend des années, mais on fait une promotion très woke. Et pas de chance, c'est l'année où le directeur de la Villa avait décidé de faire rénover les tapisseries des Gobelins. Tapisseries des Gobelins représentaient, je crois, les Indes. Et donc, il y avait forcément des représentations qui étaient celles de, je crois, du XVIIe, en l'occurrence, qui n'étaient pas exactement les nôtres, on dirait coloniales, occidentalo-centrées, tout ce qu'on veut. Bon. En outre, on ne représenterait pas les choses ainsi aujourd'hui. Bon, c'est en même temps des chefs-d'œuvre de l'artisanat français, de l'art français. Bon. Et qui, en plus, et moi j'y tiens aussi, on parle du facteur temps, ça marche dans ce sens-là, trône, si je puis dire, dans ces pièces depuis des décennies. Elles ont été renvoyées en rénovation. Là, les pensionnaires ont dit on ne les réaccrochera jamais. Parce que c'est une représentation scandaleuse des Indiens. Il y a une discussion, parce que le directeur est un peu surpris, je crois, et il y a eu une pression très forte. Alors je crois que ça s'est résolu avec la promotion d'après. Finalement, les tapisseries sont revenues, et il y a ce que j'évoquais, qu'on trouve de temps en temps, un petit cartel qui explique l'origine et le contexte, en quelque sorte, de la réalisation de ces tapisseries. Bon. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Là, je trouve que c'est plutôt un bon résultat. C'est pour ça que j'essaye d'être de temps en temps optimiste sur les quelques exemples. Sur qu'est-ce qu'on déboulonne, quel nom on donne à une rue, est-ce qu'on enlève une statue, etc. Bon, on peut raisonner tous que par, et on ne sera d'ailleurs peut-être pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'objectivité, mais un peu que par exemple et de manière empirique. Je n'ai pas trouvé, j'ai essayé de le définir rapidement dans le livre, mais de critères absolus. Ce que je dis, c'est que le critère temps est évidemment important. Et d'ailleurs, il faut le revendiquer. La vie en société, c'est pas rejouer les batailles d'il y a 2000 ans, ou d'il y a 500 ans, d'il y a 300 ans tous les jours. Donc la cicatrisation, même en escamotant un certain nombre de drames, est nécessaire.
Bon. Est-ce que, je vais prendre 2 exemples. Bon, il y aurait une statue de Pétain devant le théâtre. Je pense qu'on serait globalement d'accord pour dire que ce n'est pas très bien. Il vaut mieux l'enlever. Bon. Statut de Colbert, moi je suis totalement défavorable, parce que j'ai eu ce désaccord avec Jean-Marc Ayrault, pour qui j'ai travaillé néanmoins. Il voulait renommer la salle Colbert, qui est la plus grande salle de l'Assemblée nationale. Bon, moi je suis totalement contre. Pourquoi? Non pas que Colbert ait tout fait bien, on n'a pas nommé la salle Colbert parce qu'il a fait le Code noir, on a nommé la salle Colbert parce qu'il a été un grand commis d'État, et ça c'est vrai. Personne n'a été parfait. Est-ce que c'est suffisamment grave pour justifier qu'on débaptise la salle? À la limite peut-être, je vais même jusque-là. Est-ce que c'est suffisamment récent? Non. Et je crois, là aussi, c'est subjectif. On est tous, si on voyait une statue de Pétain, c'est suffisamment récent et suffisamment traumatisant dans notre histoire vive pour qu'on se dise non. Bon. Dans les pays baltes, je prends cet exemple, ils ont évidemment enlevé les dernières statues de Lénine et Staline. On ne va pas leur reprocher. Bon. Et parfois, ils en retrouvent encore, ils les enlèvent. Bon. Donc il ne faut pas toujours rejouer le match, si je peux dire, ou raviver les cicatrices du passé. Voltaire, Colbert, ils ont évidemment des qualités immenses. Évidemment, il y a des choses qu'on peut discuter, pas que pour eux d'ailleurs, parce que sinon, on nomme un procureur au statut, et puis on fait l'analyse de Thionville à Paris, en passant par Metz, de tous les noms de rues, tous les noms de collèges, tous les noms d'écoles. Bon, on ne va pas faire ça. C'est pas ça, vivre en société. C'est accepter qu'il y ait une phare d'ambiguïté, de temps qui passe, de choses qui s'effacent. Ce que je dis de manière un peu provocatrice dans le livre, moi je serais ravi que tous les gens qui se découvrent aujourd'hui brutalisés par la présence même de Colbert ou par le nom simple de Colbert sur un amphithéâtre connaissent l'histoire de Colbert. Le jour où il me dirait « je suis très choqué par telle action de Colbert en telle année », on aura progressé. J'habitais dans une rue, il y avait une statue de Voltaire à Paris, elle a été taguée 250 fois, la mairie de Paris l'a enlevée, j'ai signé la pétition pour qu'on la remette, il n'y a aucune raison qu'on enlève la statue de Voltaire. Bon. Alors évidemment, ça dépend, la vérité n'est pas absolue. Et ce que vous disiez pour le temps vaut aussi pour la géographie. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas pareil d'avoir une rue Colbert dans le 5e arrondissement de Paris, ce n'est pas le cas, ou à la salle de l'Assemblée nationale, et à Fort-de-France, à l'évidence. Bon. Donc ça, il faut l'accepter. De même que la sensibilité, même en métropole, entre différents départements, différents territoires, fait qu'on honore plus certaines personnes. Bon. Il y a un peu plus de Jules Ferry probablement à l'est de la France, quoique il est assez universel. Bon. Du général de Gaulle partout. Et puis après, il y a le maire du coin. Et, bon, c'est comme ça. Et des choses qui sont plus choquantes ou moins stimulantes, si je puis dire, ou moins positives, entre Thionville et Bordeaux. Bon. Voilà. Donc il y a un cas, pardon, je ne le fais que le mentionner parce qu'il est intéressant et éclairant de nos débats. Et j'ai pas de réponse parfaite. C'est l'abbé Pierre. Bon. Voilà, moi j'ai grandi, je voyais encore l'abbé Pierre à 7/7 porter son combat pour le mal logement. Je sais que c'est un sujet compliqué et sensible. On a découvert des choses qu'on ne savait pas. Sa fondation même a changé de nom. Est-ce que ça efface tout le bien? Non. Est-ce que c'est suffisamment récent, choquant et sensible pour qu'on n'honore plus l'abbé Pierre objectivement aujourd'hui? Je pense que oui. Quelle sera la réponse dans 50 ans? Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'aura oublié? Est-ce qu'un aspect l'emportera sur l'autre? Et honnêtement, ce qu'on dirait aujourd'hui dans cet amphithéâtre, d'abord on ne sera peut-être pas d'accord, c'est comme ça, mais au moins on peut en discuter. Et est-ce que les 2 générations d'après auront un avis différent d'une autre? Peut-être. Et quels héros ils honoreront? Je serais très humble là-dessus. Une réponse de Jean et Nathalie, ensuite on passera la parole au public. Ouais, c'est un peu difficile d'avoir un temps de parole quand un élu de la République s'exprime. Ça, c'est une façon polie de dire que je suis bavard. Mais c'est légitime, c'est légitime. Non, moi je pense que ça n'est même pas une question de temps, c'est une question de principe. Je veux dire que Colbert est un personnage majeur de notre histoire, point barre. Que l'on puisse comprendre que sa figure, sa personnalité choque un certain nombre de nos concitoyens, notamment à propos du Code noir, dont d'ailleurs il n'est pas tout à fait à l'origine, les choses sont assez complexes. D'accord, mais dans ce cas-là, expliquons, faisons le travail que les historiens, en permanence d'ailleurs, se chargent de faire, c'est-à-dire un travail d'explication, mettons des petites notices qui vont expliquer parfaitement ce qu'était Colbert. Donc, lorsque le président de la République, je m'en souviens, avait suscité une polémique en rappelant que le maréchal Pétain, quand il était général, avait fait figure de héros, et Clémenceau lui-même disait que c'était un bon républicain, etc. Bon,
il a très mal tourné, la vieillesse est un naufrage, comme disait le général de Gaulle. Ça n'empêche que reconnaître le rôle qu'avait joué Pétain pendant la Première Guerre mondiale, c'est simplement faire œuvre d'historien et faire de mémoire. Pardon ? Oui, je suis parfaitement d'accord, mais la question c'est qu'est-ce qu'on honore publiquement. Alors, on ne fait pas une Pétain pour autant. On est bien d'accord. Mais vous voyez à quel point, justement, cet esprit d'effacement de l'histoire peut amener à quelque chose qui est contraire à la réalité, à la vérité de l'histoire. Or, le travail des historiens est, je dirais, transféré dans le champ de la mémoire, c'est un travail précisément d'objectivité maximale par rapport à ce qu'est l'histoire. Donc, cette idée de déboulonner les statuts, vous avez raison, ça a toujours existé. Mais dans une société mature comme la nôtre, où le travail des historiens maintenant s'est fait depuis des siècles, je pense qu'il faut être assez intransigeant sur la nécessité de regarder en face notre histoire dans toutes ses facettes, et donc de refuser d'effacer, de refuser d'occulter, parce que ça, c'est ce qui se passe dans les régimes totalitaires, justement. Hein, quand on occulte les images, quand on fait des autodafés, quand on fait... C'est typique des régimes totalitaires. Dans une société démocratique, je dirais, à maturité, vous pouvez regarder votre histoire en face sans en effacer le moindre aspect. Et je me souviens aussi qu'il y avait eu une polémique lorsque François Hollande avait organisé, en arrivant au pouvoir, avait inauguré, ou plutôt avait rendu hommage à Jules Ferry. Il était venu près d'une statue de Jules Ferry. Et là, vous aviez une cohorte d'intellectuels ou d'autres qui s'étaient offusqués du fait du rôle de colonisateur de Jules Ferry dans les années 1880. Alors qu'à cette époque-là, d'ailleurs, la quasi-intégralité de la classe politique, sauf Clémenceau, était colonialiste. Absurde, là aussi absurde. Et pourquoi nier l'importance historique de Jules Ferry, père fondateur de la Troisième République et de l'école laïque, sous prétexte qu'il avait été en son temps favorable à la colonisation de la Tunisie et du Tonkin. Non, là aussi c'est absurde. Et je pense que dans une société mature, en laissant de côté cette culpabilité qui nous ronge, cet aspect-là qui est extrêmement déstabilisant et très pervers, eh bien, on peut regarder l'histoire en face en l'expliquant dans toutes ses facettes, tout simplement. Nathalie, avant de passer la parole au public. Très rapidement, pour revenir sur la bêtise et sur le temps. Un des problèmes du wokisme, c'est qu'il encourage des formes de bêtises évidentes, notamment par la non-connaissance ou la non-prise en compte de la chronologie. La chronologie n'existe plus. En encourageant des formes d'opportunisme qui font qu'en général, ce sont quand même les plus médiocres qui s'engouffrent dans les études de genre, les études décoloniales, les études intersectionnelles. Je vous conseille d'aller sur le site de l'Observatoire d'éthique universitaire et de cliquer sur rapport 2023. On a recensé tout ce qui s'est produit en 2023 dans l'université française en termes de ce type d'études, donc qu'on peut appeler woke, et c'est effarant à la fois en quantité et en médiocrité. Bon, voilà. Donc la bêtise, elle est là, et je suis moins optimiste que vous, là encore, sur le passage du temps qui permettrait d'arranger tout ça. On est en train de fabriquer une génération de jeunes qui sont totalement incultes sur ce qu'est la recherche, sur ce qu'est la pensée. Je vous donne juste une anecdote qui va conjoindre la question de la bêtise et la question du sacrifice d'une génération. Il y a 2 ans, à l'école des hautes études en sciences sociales, il y a eu un meeting organisé par des militants universitaires, donc des étudiants et des enseignants de l'école. Et une enseignante anthropologue est venue dire au micro que désormais, il fallait arrêter d'étudier les travaux de Maurice Godelier, grand anthropologue français, parce qu'il aurait invisibilisé sa secrétaire, et qu'il fallait arrêter d'étudier les travaux de Philippe Descola, autre grand anthropologue, parce qu'il aurait invisibilisé sa femme avec qui il était sur son terrain de recherche. Bon. Eh bien, face à cette énormité, donc non seulement de bêtises, mais d'incitation à l'ignorance, personne n'a osé réagir. Et un de mes étudiants qui était présent m'a dit « Moi, je n'ai rien dit non plus, parce que je sais que si je protestais, ma carrière était fichue. » Bon, voilà où on en est.
Donc le passage du temps, je suis un tout petit peu pessimiste parce qu'on est vraiment en train de fabriquer une génération d'ignorants. Et le temps passe vite. Donc je vais vous proposer il y aurait eu des dizaines d'autres sujets à évoquer, mais on va passer la parole au public. Peut-être que ces sujets viendront également de vous, donc n'hésitez pas. Il y a un monsieur là, il y a pas mal de mains qui se lèvent. Alors, un jeune homme également devant. Bonjour. Alors, par où commencer ? Bon, déjà, assez visiblement, je fais partie de cette génération sacrifiée, de cette génération absolument imbécile, si on vous croit complètement sacrifié au wokisme. A fortiori, je suis étudiante à Sciences Po, bastion du wokisme, s'il en est apparemment, et étudiante à l'Université libre de Berlin. Donc je suis apparemment complètement cette génération absolument imbécile, inculte politiquement, et qui n'est plus capable d'avoir aucun esprit critique. En dehors du mépris qui m'étonne très peu, mais du mépris ouvertement affiché envers notre génération, et un certain camp politique au nom d'une neutralité qui, dans la recherche, est toujours très discutable. Pour commencer, j'aimerais toujours poser la question de est-ce que le wokisme en tant que tel, c'est une notion pertinente dans la recherche et dans le monde académique, sachant que c'est quand même une notion qui amalgame deux grands mouvements. Donc d'une part, le mouvement féministe comme s'il était un seul mouvement, ce qui n'est pas le cas, et d'autre part, le mouvement antiraciste comme s'il était un seul mouvement, ce qui n'est pas le cas, pour en faire une espèce de grand fourre-tout monstrueux qui serait un danger stalinien, comme vous l'avez dit. Et a fortiori, j'aimerais poser la question de savoir si aujourd'hui, en 2025, dans un contexte politique où, par exemple, aux États-Unis, Elon Musk ou Steve Bannon peuvent faire des saluts nazis à la télé, où on supprime des programmes de recherche, où on interdit la lecture du journal d'Anne Frank, où en France, on a la succession des affaires Mazan, Betaram, Pellico. Si aujourd'hui, dans une France où des militants de la CGT se font poignarder par des fascistes qui hurlent « Paris est nazi » en plein jour, si aujourd'hui le danger est véritablement ce wokisme et s'il ne vient pas plutôt d'un autre côté envers lequel le terme de totalitarisme serait peut-être plus adapté, sachant que je ne suis pas sûre que l'emploi du terme totalitarisme à tout va fasse vraiment honneur à ce qu'il est censé... la connotation juste un peu historique, plus court, si vous pouvez, comme ça on peut ensuite passer la parole. À la connotation historique très, très chargée de ce terme. Tout ça pour dire que de ma génération, moi qui ai 20 ans et qui, du haut de mes 20 ans, ai déjà vu certaines de mes amies mourir sous les coups des violences masculines, mourir sous le coup des violences intrafamiliales, j'aimerais juste que l'attention se détourne vers les problèmes réels et qui nous touchent réellement, plutôt que de se battre contre des moulins qui ne sont apparemment pas du tout le danger à venir pour la démocratie et pour les minorités qui visiblement ici ne comptent pour rien. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui a... Je pense que vous êtes un peu visés tous les trois, mais Nathalie, allez-y, je vous en prie. Non, mais je vous remercie d'avoir pris la responsabilité, qui n'est pas facile dans cette configuration, de défendre cette mouvance, cette façon de penser les choses. Je suis entièrement d'accord avec vous sur la nécessité de lutter contre des dangers que nous connaissons bien, qui sont les dangers de l'extrême droite, qui sont les dangers de la violence contre les femmes, qui sont tous ces dangers contre lesquels moi-même je lutte depuis que je suis engagée politiquement, c'est-à-dire depuis les années 70. Je suis féministe depuis, ça fait un certain temps, antiraciste également. Donc ce mouvement que vous connaissez bien, donc de lutte contre les discriminations, heureusement, le wokisme n'en a pas le monopole. Il a existé bien avant vous et sous des formes que personnellement je préfère, parce que vous avez raison d'insister sur la multiplicité des dimensions du féminisme. Je me reconnais
entièrement dans le féminisme universaliste, mais pas du tout dans le néo-féminisme qui expulse des juifs d'une manifestation le 8 mars. Ça, c'est le wokisme aujourd'hui dans le féminisme. Je suis antiraciste depuis toujours, mais je ne me reconnais pas dans cette forme nouvelle wokiste d'antiracisme qui s'appelle le décolonialisme et qui analyse l'entièreté de notre situation à la lumière des héritages coloniaux. Donc on est d'accord sur beaucoup de choses, sur les choses fondamentales. Simplement, il y a des éléments sur lesquels je n'accepte pas que la gauche à laquelle j'appartiens se dévoie dans des formes qui, à mon avis, sont totalement contraires aux valeurs de la gauche. Voilà. On va prendre une autre question. Merci de votre intervention, puisqu'effectivement, ça pouvait faire un contrepoint à tout ce qui a pu être dit depuis le début. Oui, bonjour, merci. Vous parliez de la réponse aux dérives du wokisme par la critique intellectuelle. Mais aujourd'hui, on voit peut-être plus une réponse qui est extrêmement polarisée, soit détenue par l'extrême droite, mais aussi attaquée par la gauche universaliste, enfin l'ancienne gauche universaliste dont vous parlez. Franc-Tireur est régulièrement attaqué par des gens qui ont été au gouvernement il y a 10 ans et qui font partie d'une gauche qui est censée être un petit peu modérée. Comment on apporte une réponse intellectuelle si la classe politique ou médiatique qui est censée être modérée ne veut pas participer à la réponse, mais plutôt continuer à engrainer le problème, et ce qui fait le marchepied de l'extrême droite aujourd'hui aussi. D'abord, j'étais très surpris par cette intervention parce qu'elle est tellement, je dirais, à côté de la plaque. Je veux dire il me semble que nous avons bien insisté au départ sur la nécessité absolue de ces combats d'émancipation que l'on retrouve aujourd'hui dans le mouvement woke. Donc de ce côté-là, pardon. Mais c'était l'essentiel. C'est de là que parle le mouvement woke. Ce serait un autre débat. Oui, on va. Précisément. Juste un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas la signification d'intersectionnalité, je me permets. C'est simplement le fait de mettre en évidence de multiples raisons de discrimination, par exemple la discrimination à la fois par le sexe et par la race. Bon, c'est un des combats du wokisme et ça consiste essentiellement à dire qu'une femme de ménage noire ou arabe a moins de chances dans la vie qu'un cadre supérieur blanc. Ce qui est une vérité, mais je trouve que c'est un petit peu découvrir la Lune. Mais bon. La question essentielle, et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de l'entendre, mais la question essentielle, c'est de savoir si le wokisme est un élément de progrès. Et dans cette mesure, est-ce que le progrès n'est pas justement d'arriver à faire société ensemble en allant dans la même direction? C'est ça la question fondamentale. Ça n'est pas du tout discriminant par rapport à aux combats qui sont menés dans le cadre des mouvements wokistes. C'est la manière dont ces combats-là sont des éléments de structuration d'une société la plus émancipée possible, ou au contraire peuvent être des facteurs de dislocation et d'arriération de cette société. Il est là le problème. Et c'est pour ça que, pour vous répondre, il est évident que la manière dont ici nous essayons d'avoir un regard critique sur le wokisme ne nous conduit en rien aux excès de l'anti-wokisme qu'on peut voir aujourd'hui aux États-Unis. Il est évident qu'aujourd'hui, le danger, il est dans les sociétés illibérales qui nous entourent, dans la tentation effectivement totalitaire que peuvent représenter un Elon Musk ou d'autres, dans ce que représente la dictature poutiniste, etc. C'est là, évidemment, le combat. Mais ici, nous sommes sollicités pour parler du wokisme. C'est autre chose. Dire que, évidemment, il faut faire très attention à ce que l'anti-wokisme, ou plutôt la critique du wokisme, pour être très clair, ne soit pas le marchepied et ne donne pas de grain à moudre à ce que représente ce populisme ou ce totalitarisme ou ces régimes autocratiques, c'est une évidence. Effectivement, c'est un vrai risque.
C'est un vrai risque. On le voit aujourd'hui, puisque la politique que mène aujourd'hui Donald Trump, elle est en quelque sorte justifiée par la poussée woke aux États-Unis. Là-dessus, il n'y a pas de désaccord. Mais notre critique à nous, elle porte d'abord sur la question du wokisme par rapport à ce qui fait la spécificité de la société française, à cet universalisme républicain auquel, pardon, on peut quand même être attaché, même si on est très très vieux et même si on est très très jeune d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. La critique du wokisme n'est pas l'anti-wokisme. La critique du wokisme n'est pas l'adhésion au trumpisme et n'est pas la négligence ou le rejet de ces combats qui sont nécessaires à mener. Voilà. Clément Beaune, je vais vous laisser conclure, mais simplement, je vais avoir le rôle ingrat de devoir terminer parce qu'on est pris par le temps. Si vous voulez échanger avec nos invités, il va y avoir une séance de dédicace juste ici. Donc n'hésitez pas, si vous voulez échanger individuellement, vous le pourrez. Mais là, on est pris par le temps et je laisse simplement Clément Beaune encore répondre puisque vous souhaitiez répondre à monsieur. Oui, non, c'est une synthèse provisoire. J'aurais dit juste deux choses que j'ai dit en tant que plus woke du panel, si je puis dire, pour sourire, parce qu'il faut garder le débat apaisé. Non, il ne faut pas... Effectivement, moi, je suis attaché, peut-être est-ce un idéal absurde et inaccessible, à ce qu'on arrive, je ne sais pas si on y arrivera un jour, aujourd'hui manifestement non, mais à distinguer dans ce qu'on appelle wokisme et qui est effectivement souvent assez mal défini. En tout cas, moi-même, je suis frappé dans le débat politique, je vais rester sur le débat politique, il y a eu des travaux académiques évidemment plus approfondis, mais par le fait qu'on brandisse le mot pour le déplorer ou pour se revendiquer de manière très biaisée, caricaturale et surtout floue. Bon. Pour le dire d'un mot, si on se dit que le combat pour le féminisme, pour des revendications, moi j'ai pas peur de ce mot-là, de certaines communautés qui sont discriminées contre des discriminations objectivement très fortes, reste le premier combat, évidemment. Et je le dis, bon, peut-être qu'on sera en désaccord là-dessus, dans ce qu'on appelle wokisme, il y a de cet élément-là. Il y a de cet élément-là. Et les débats qu'on a, qui sont différents, parce qu'il ne faut pas tout mêler, mais sur la méritocratie, sur l'hommage qu'on rend à tel ou tel héros ou héroïne, sur les droits des minorités ou la lutte contre les discriminations, il ne faut pas le jeter. Et dans le wokisme, il y a parfois une continuation, une amplification de ce combat aussi. C'est ce que je disais. Moi, je trouve que c'est un progrès, pour prendre un exemple positif, quand on dit qu'un tableau a été acquis par la traite négrière. Parce que ça nous éveille, pour le coup. Ça nous éveille. En revanche, là où il y a le danger, selon moi, je ne sais pas si mes voisins le diraient pas comme ça, mais j'ai le plaisir de conclure, c'est que le combat communautaire de revendication, moi, par exemple, je suis gay, je n'ai jamais milité dans des associations LGBT. Mais je reconnais que s'il n'y a personne qui avait eu le courage du militantisme, mes droits aujourd'hui seraient bien moindres. Toutes les femmes attachées à l'égalité n'ont pas été des militantes associatives féministes, mais heureusement qu'il y en avait. Mais je suis d'accord, heureusement qu'il y en avait. Il y a quand même un point sur lequel il ne faut pas lâcher, c'est là, je pense, qu'on se rejoint, j'espère largement dans cette salle, c'est que c'est pas le c'était mieux avant, c'est que le combat des revendications féministes, LGBT, contre l'antisémitisme, etc., était et doit rester un combat pour l'accès à l'universel. Quand on demande le droit au mariage pour tous, selon moi, on demande le droit à l'égalité. On demande d'avoir le même droit parce qu'il n'y a pas de raison qu'on, à mon sens, on ait un droit différent dans la société selon son orientation sexuelle. Bon. En revanche, si c'était pour dire, moi je veux pas être sur un panel avec quelqu'un qui n'a pas la même orientation sexuelle que moi, ça non. Bah, ça c'est non. Ça c'est la dérive, c'est l'excès, c'est le séparatisme. Ça je suis contre. Je dis pas que c'est ce que vous avez dit, hein, du tout. Mais c'est dans ce sens-là, moi, que j'essaie de trier autant que possible ce que j'ai appelé le bon grain de livret ou ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais je pense qu'il y a des ferments positifs. Et puis je dis une dernière chose pour essayer d'être éveillé, c'est qu'il faut admettre, et c'est pas une question d'âge, etc. Moi je suis entre deux générations, si je puis dire, autour de la quarantaine, comme on dit pudiquement, un peu au-dessus. Objectivement, je suis maintenant professeur à Sciences Po et puis étudiant à Sciences Po, il y a des débats ou des combats
dont j'assume de dire que je les connais mal ou je les comprends mal parce qu'ils n'étaient pas ceux de ma génération. C'est peut-être vrai sur l'écologie pour une certaine génération, ça je le connais à peu près bien. Mais par exemple, le débat, je ne rouvre pas la question, sur l'identité de genre, il y avait un sujet sur l'orientation sexuelle quand j'étais jeune, les combats LGBT. L'identité de genre, c'est un nouveau débat. Et j'ai l'humilité de dire qu'il n'a pas que des mauvaises choses. Ça serait caricatural de dire aujourd'hui les gens disent n'importe quoi, ils disent qu'ils sont fluides, non-binaires. C'est pas n'importe quoi. C'est des vraies questions qui peut-être disparaîtront, peut-être demain seront importantes. Donc il faut assumer aussi de dire qu'il y a des choses dans ces mouvements-là. C'est pour ça que je dis que le temps fait son office un peu, parce que peut-être qu'il y a des choses à prendre qu'on ne sait pas complètement identifier aujourd'hui dans les dérives de ce combat. Nathalie Eynick, le wokisme serait-il un totalitarisme? Aux éditions Albin Michel, Clément Bonne. Je dirais malgré tout que La politique est belle aux éditions Stock. J'ai lu beaucoup de livres de politique, c'est pas toujours intéressant, celui-ci il l'est, je tiens à le dire. Et Jean Garrigue, Jours heureux aux éditions Payot. Je vous remercie tous les trois pour cette discussion. C'était un plaisir pour moi, merci beaucoup.